Aujourd'hui, nous avons à traiter des statistiques et des comptabilités agricoles au sens large, agriculture, élevage, pêche, forêt, environnement. Et nous tenterons de répondre aux questions pourquoi et comment compter les ressources. Pour ça, nous aurons essentiellement 3 analystes. M. Samake, statisticien, sera absent. Son absence est excusée. Donc, sans plus tarder et sans beaucoup de commentaires, nous allons passer la parole au docteur Aliou Sène. Aliou Sène, il est de FASTEF UCAD. Et il serait avec Ibrilou Daoudamba. C'est lui qui présente. C'est lui qui présente. Yaya. Voilà. Ah. Ah bon. D'accord, nous allons donc, en guise d'introduction, avant de nous donner la parole à Aboucham Garilao, qui va donc lancer l'introduction sur la droite de Babacar Fall. Jaine jam yo, jaine jam. Tabale jaine jam. Ardo jawbe sagelo vali. Pulo mbraire jam. Yalla kwelndra sabwala isane lobani. Yo jongwal Burkina Faso. Oria Pulo Sinamina Indario Puntuleo Lavi Cornis Yaya bi ngari juli jodo ha janjo ay ko por namaki ko pasero min joli yi dole yaade yetade sede kalmi ko goga ko bayi Abdul Pulo gayni ko golle Jibnani burado nenenda kan jallelje bamdiye baru minde ko ya tan yaran ngeten sababu amariya sabalo lam toro gibi amarte holini jonzad jaine jamyo jaine jam tabaleji jaini jam Ardo jabe sagelo bari pulo mbrawali jam. C'était hier, on avait fait ça hier, et ce morceau est dédié à Yaya. Pour la petite histoire, j'ai connu Yaya. Dans la tradition, on va lui donner 10 taureaux et il va les prendre à Sagelo Bari. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Dr Aliou Sène qui va nous traiter le thème suivant. Représentation des Africains et de leur histoire dans les pratiques et les usages des chiffres durant la période coloniale. Docteur, vous avez la parole. Cher professeur Babacar Fall, chers collègues, honorables invités, je tenais tout simplement, avant de commencer, de remercier le professeur Babacar Fall et son équipe pour l'organisation donc, de ce colloque important qui nous offre aujourd'hui l'opportunité d'explorer un sujet crucial, mais souvent, comme vous l'avez dit, très négligé, chiffré et classé en situation coloniale et post-coloniale en Afrique francophone.
Ainsi, ma communication va porter aujourd'hui sur représentation des Africains et de leur histoire dans les pratiques et les us des chiffres durant la période coloniale. En effet, la présentation des Africains durant la période coloniale, la représentation des Africains durant la période coloniale a été profondément influencée par des préjugés à l'époque. Les Africains ont été souvent dépeints comme des autres, des sauvages à à cette vision. Et cette vision a été renforcée par l'utilisation, si vous voulez, des chiffres. En effet, le rôle donc des chiffres dans la colonisation coloniale a été celui de légitimer et de perpétuer des préjugés. Certaines statistiques ethniques, démographiques et économiques ont été aussi manipulées pour justifier la domination coloniale et pour promouvoir l'idée de la supériorité de la civilisation, de la civilisation coloniale. Dès lors, notre méthodologie porte sur, si vous voulez, une approche interdisciplinaire des critiques des sources, des rapports, au niveau de l'Afrique occidentale française, etc. Ainsi, donc, mes questions de recherche portent sur comment les Africains étaient-ils représentés dans les documents coloniaux officiels et non officiels? Comment les chiffres étaient-ils utilisés pour légitimer et renforcer la domination coloniale en Afrique? Et enfin, comment les autorités coloniales ont-elles utilisé les chiffres pour administrer et contrôler les populations africaines? Pour mieux mener ce travail, nous avons quand même eu à avancer des hypothèses de travail. La première hypothèse porte sur les chiffres et les statistiques utilisés par les colonisateurs et les administrations coloniales étaient souvent manipulés. À des fins de domination. Deuxième hypothèse, les chiffres jouaient un rôle central dans la culture coloniale en légitimant la domination coloniale et en cachant aussi la réalité des populations colonisées. Parce qu'on a dit, hier, il y a quelqu'un qui communiquait en disant que ce n'était pas souvent toute la population qui a été recensée lors des recensements, etc. Les marginaux n'étaient pas recensés, ceux qui ne vivaient pas peut-être aussi dans des villes où des jeunes reconnus ne sont pas aussi recensés. Les troisième hypothèse de travail aussi, les chiffres étaient utilisés pour gérer et administrer les colonies africaines en permettant aux colonisateurs de prendre des décisions basées sur des données et des statistiques. Et enfin, une dernière hypothèse de travail, les chiffres ont été souvent utilisés pour écrire l'histoire coloniale en minimisant et en supprimant les événements et les personnages africains. Ainsi, notre plan s'articule comme suit. La représentation des Africains durant la période coloniale, le rôle des chiffres dans la colonisation, dans la culture coloniale, la mesure de la suprématie coloniale par les chiffres, les utilisations des chiffres dans la gestion des colonies africaines et enfin l'impact des chiffres sur l'histoire orale africaine. La représentation des Africains durant la période coloniale. Nous voyons ici souvent dans les journaux ou des documents ou des articles, souvent les Africains étaient mal représentés. Il y a, une bande dessinée qui s'appelait à l'époque Tintin, du moins au Congo. Je ne sais pas, les plus âgés quand même. Ouais, voilà. Donc nous, on n'a pas vu, peut-être, on n'était pas nés durant cette époque. Donc, qui représentait et qui était dirigé par un Belge qui avait au surnom de Hergé. Bon, il ne s'appelait pas Hergé, il s'appelait Georges Prosper Reni.
Donc, remis, ce sont ces surnoms R et G, qu'en français, on a réuni en l'appelant RG, donc renseignement, etc. Et donc, les Africains étaient dépeints de façon péjorative, de façon négative, et ainsi de suite. Donc, on les considérait comme étant des animaux. Les Allemands, eux aussi, faisaient aussi attribuer les réalisations africaines à une race hamitique, donc d'origine, si vous voulez, d'origine européenne. Et au milieu, vous allez voir un autre encore dessin sur l'ouvrage de Juan Xiang, Note et Georges Guildon, excusez-moi de la prononciation, qui disait que les Africains se trouvent à l'intermédiaire entre les Européens et les Singes. Donc l'Africain, non seulement est un être, comment encore, inférieur, et on ne peut pas l'égaler quand même avec les Européens. Donc qui, à partir des études des crânes, comment encore, a voulu peindre, si vous voulez, des Africains comme étant des êtres inférieurs. Et cette mauvaise représentation des Africains ne se limite pas uniquement à ça, mais aussi au niveau de la culture. Donc notre culture a pendant longtemps aussi été négligée. La marginalisation est sous-représentée donc, de la culture et de ses richesses. Donc c'était une entreprise savante, et ceux qui l'ont fait aussi l'ont fait exprès, donc pour essayer de marginaliser et d'exploiter aussi donc, les Africains. De plus aussi, la culture a été perçue à travers des prismes des préjugés coloniaux, ce qui a conduit à une représentation déformée et négative des sociétés africaines. J'en viens maintenant au rôle des chiffres dans la colonisation, dans la culture coloniale. Donc, les chiffres quand même ont permis de créer une certaine hiérarchie, et donc on utilisait, si vous voulez, des chiffres pour établir une hiérarchie raciale et culturelle entre les colonisateurs et les colonisés, mais aussi entre les colonisés. Et cela a amené quand même pas mal de guerres ethniques sur le continent, c'est le cas au niveau de Rwanda, etc. À partir des mesures des populations, des ethnies, on disait telle ethnie est supérieure à telle autre, etc. Et cela a créé quand même des tensions sur le continent africain. Mais aussi, les chiffres ont été utilisés pour propager aussi l'ignorance et maintenir le contrôle sur les colonies. Les colonies étaient considérées comme peuplées de personnes incultes et ignorantes, qui justifiaient quand même l'éducation à l'époque coloniale. Et même à l'école normale, si vous interrogez un peu le programme d'histoire, avant la colonisation, vous allez voir qu'on disait que nos ancêtres étaient des Gaulois, etc. Et donc, en aucun cas, on ne faisait mention, donc, si vous voulez, l'histoire, le vécu, la culture, la civilisation donc, africaine n'était pas enseignée, donc c'est celle du dominant, du colonisateur qui était enseignée. La mesure de la supériorité coloniale par les chiffres. Ici, sur le plan de l'architecture, si nous prenons par exemple l'exemple de l'exposition coloniale internationale de 1931 à Paris, un ensemble donc d'éléments généraux donc a été construit, y compris donc c'est le musée colonial donc le musée des colonies donc qui a été construit au niveau de Paris. Tout a été pensé, a été fait donc pour essayer de dominer les populations. Mais aussi cette représentation, on voyait ça aussi sur le mode vestimentaire à l'époque coloniale. Donc les Africains ont été obligés souvent, parfois, de porter donc des vêtements européens pour montrer leur soumission aux colons. Certains Africains ont commencé à adopter même des styles vestimentaires européens pour montrer leur statut social. Donc, comme on disait, des complexés, quoi. Voilà. Sur le plan de l'économie, les ressources minières
plus de 70% donc, des ressources donc, des travailleurs étaient des Africains. Disons aussi dans les sentiers, que ce soit la construction des chemins de fer, etc., on retrouvait aussi des Africains. Donc les grandes puissances coloniales, en résumé, ont établi leur domination non seulement par la violence, mais aussi par l'exploitation économique. Les utilisations des chiffres dans la gestion des colonies africaines. Donc, si nous prenons par exemple l'exemple du recensement de la population, le recensement et identification des populations étaient souvent inexacts, donc souvent sous-estimés, parce que ce n'était pas toute la population, donc comme je disais tout à l'heure, qui était représentée, qui était recensée. Taxation et conscription. La colonisation a introduit donc des nouvelles formes de fixalité, comme l'imposition sur le sel et l'octroi aussi de concessions à des entreprises qui ont affecté la population africaine. Le taux de mortalité, souvent aussi, le recensement des morts aussi, ce n'était pas évident, parce qu'il y avait dans certains villages donc, où le colon n'est pas assez, donc ces populations donc, qui n'étaient pas aussi, disons, recensées. Les aides alimentaires. On recensait souvent les populations à des fins alimentaires, donc pour pouvoir voir comment bien distribuer quand même l'aide alimentaire. Donc, évaluation économique. Les puissances coloniales ont utilisé des données démographiques pour estimer la main-d'œuvre disponible et les revenus potentiels. La production culturelle, telle que la production de culture, telle que donc, le coton, l'arachide, le cacao, a été évalué pour évaluer, excusez-moi de la répétition, le potentiel économique, donc souvent des colonies. Les chiffres ont été utilisés pour évaluer le commerce extérieur des colonies, y compris aussi les exportations de matières premières et les importations de biens manufacturés. Et enfin aussi la répartition des terres. Et là aussi, ça a posé beaucoup de problèmes, là jusqu'à présent. Et on ressent quelque part en Afrique, donc, si vous voulez, ces conséquences. Donc, les recensements ethniques effectués par des colons ont souvent été utilisés pour diviser la population. Donc, c'était la politique, la stratégie de diviser pour mieux régner et justifier aussi des politiques de discrimination un peu partout en Afrique. L'impact des chiffres sur l'histoire orale africaine. Pour les années, si nous prenons par exemple l'exemple des omissions, des voix, donc des personnalités, donc dans la culture africaine, dans l'écriture donc de l'histoire africaine. Pour les années, si nous prenons l'exemple des années 1959-1960, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale montrent que plus de 4544 étudiants originaires de l'Afrique ont étudié, si vous voulez, en France. Mais malheureusement, ces étudiants ont été exposés donc à des idées et à des références européennes. Donc, c'est bon d'amener la population des étudiants d'aller étudier, etc., en Europe, en France, mais il est important aussi qu'à la fin des études, qu'ils puissent revenir, ou bien même les références qu'ils utilisaient, qu'ils puissent quand même... Parce que la question qui se posait, c'était aussi, est-ce qu'on devrait prendre au sérieux les sources orales africaines? C'est après aussi, avec l'UNESCO, la bataille de certains historiens, des intellectuels qui se sont battus pour qu'on puisse reconnaître au même titre, comment dire encore, l'histoire orale, les sources orales au même titre donc, que les sources écrites. Des professionnels africains de la recherche dans l'état colonial tardif, certains intellectuels africains tels que Poulain ont affirmé qu'il fallait se reconnecter avec soi-même, ses cultures immatérielles et matérielles pour être fort dans l'avenir. Et c'était aussi le cas de Cheikh Anta Diop, etc. Donc plus tard. Il y a aussi, si le plan de l'exploitation, toujours dans l'exploitation coloniale, donc l'exploitation coloniale ne tenait pas compte souvent des systèmes économiques qui préexistaient. Souvent je disais que
si nous prenons l'exemple du Fouta Toro en 1776, où il existait un État, même avant la Révolution française, même aussi avant les indépendances des Amériques en 1776, il existait au niveau du Fouta Toro, donc un État qu'on appelait le Fouta Toro et qui était dirigé de façon démocratique par, comment dire encore, par les Allemands, Et, il y avait des élections au niveau du Fouta Toro. Donc là aussi ça existait, mais c'est rare de voir dans les écrits, dans les livres qui ont été produits par des Occidentaux, par les colons, donc refléter donc, cette histoire réelle donc, de l'Afrique. Mais cela aussi a amené quelque part une résistance au niveau local. La colonisation a eu un impact sur l'éducation et la recherche en Afrique, et que les intellectuels africains ont dû quand même lutter pour redéfinir et réapproprier leur histoire et leur culture. Donc, les témoignages des griots, certains historiens africains, donc, et je donnais l'exemple de cette revue, l'oral historique, qui est un mouvement donc, qui résonnait parmi les historiens d'Afrique au cours donc, des années 1960 et 1970, de recueillir les informations sur l'histoire africaine. Les historiens oraux retransmettaient donc des informations et des récits qui contredisaient les récits coloniaux. Donc, c'est ce que je disais hier à notre conférencier. Est-ce que souvent les chiffres qui nous viennent des sources d'origine quand même européenne durant cette époque coloniale, est-ce que ce sont des sources fiables? La problématique donc, de la fiabilité aussi des sources se pose, parce que souvent c'est une seule partie qui fournissait l'information, et de l'autre côté, nous on avait notre manière de compter, notre manière de transmettre l'histoire par l'oralité, et durant cette époque il n'était pas aussi reconnu, et je pense que les études à l'époque aussi méritent quand même d'être interrogées pour essayer de voir la fiabilité donc, de ces sources. En conclusion, nous pouvons tout simplement retenir que l'étude des pratiques et des usages des chiffres durant la période coloniale révèle l'ampleur de la manipulation et de la perversion donc, de la connaissance au service de la domination. Elle souligne aussi l'importance de questionner et de déconstruire les discours et les représentations héritées de cette époque et de réhabiliter la voix et les mémoires des Africains dans l'écriture de leur propre histoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, docteur Sen, pour le brillant exposé. Je m'avais donné la parole à Mamadou Yoro Baldé, docteur Mamadou Yoro Baldé. Je voudrais d'abord signaler que le titre de ma communication a un peu évolué. Maintenant, c'est compter et chiffrer les animaux en Casamance, 1920 à 1960. Alors, est-ce que je peux partager mon écran à partir de là? Ça va me permettre de suivre. Je disais que ma communication est intitulée Compter et chiffrer les animaux en Casamance de 1920 à 1960. Pourquoi d'abord le choix de 1920? Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. La France, ou les puissances, si vous voulez, colonisatrices, étaient dans une entreprise de reconstruction et de mise en valeur coloniale. Et la Casamance, à l'époque, était ce que l'on pourrait appeler le grenier de la colonie du Sénégal du point de vue de ses richesses. Par conséquent, l'administration coloniale a jugé nécessaire de s'intéresser à cette partie du Sénégal pour essayer de tirer le maximum d'avantages de ses ressources. Donc, dans cette communication, je voudrais essayer d'analyser cette question-là à travers deux parties. D'abord, je vais m'intéresser à l'état colonial
et aux chiffres en Afrique. Qu'est-ce que les chiffres ont représenté dans l'administration ou dans la gouvernance coloniale. Ensuite, je m'intéresserai aux chiffres et à l'élevage colonial en Casamance, avant de tirer une conclusion générale. Alors, la Casamance, comme vous le voyez sur la carte, est une région qui est située au sud du Sénégal, une région qui est frontalière de 3 pays, qui est la Gambie, anglaise au nord, la Guinée française et la Guinée portugaise au sud. C'est également une région stratégique qui est dotée d'importantes ressources naturelles. C'est pourquoi d'ailleurs l'administration coloniale a jugé nécessaire d'initier dans cette partie du Sénégal ce que l'on pourrait appeler une politique de l'animal, une politique du bétail. Et donc cette politique devait être basée essentiellement sur la connaissance des animaux et par conséquent sur des statistiques. C'est pourquoi donc nous verrons que l'administration coloniale française tout au long de la colonisation, à travers des rapports, à travers des recensements, à travers des études, a réuni le maximum d'informations possibles, le maximum de chiffres possibles pour essayer de mettre en valeur cette activité, si vous voulez, qui jouait un rôle essentiel dans la colonie du Sénégal. Alors, de manière générale, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans les autres colonies, les chiffres ont accompagné la colonisation. Les chiffres ont joué un rôle essentiel dans la politique de domination et d'exploitation coloniale. Alors, pourquoi cela? Parce que pour l'administration coloniale, gouverner une entité, gouverner un espace, c'est le connaître. Et en connaissant cet espace-là, on est en mesure de le classer. Et donc, cette connaissance devait reposer sur des statistiques. C'est pourquoi Fayol nous parle de la gouvernance par les nombres. Gouverner par les nombres visait tout simplement à élaborer des stratégies de gestion. C'est pourquoi donc l'administration a élaboré ce qu'on appelle une véritable politique du chiffre. Cette politique du chiffre est tout simplement pour le colonisateur une politique des ressources naturelles, puisqu'en élaborant des chiffres, on avait là la possibilité d'anticiper, la possibilité d'évaluer, la possibilité d'élaborer une gouvernance appropriée qui pouvait permettre évidemment de tirer des avantages notables de la ressource naturelle considérée. Et donc, cet océan de données, de chiffres, pour reprendre l'expression de Gervais, offrait à l'administration l'assurance de pouvoir produire à tout moment l'estimation qu'il fallait pour toutes les occasions. Autrement dit, en ayant à sa disposition ces chiffres-là, on avait la possibilité d'élaborer des données, on avait la possibilité d'estimer pour pouvoir bien gérer. D'ailleurs, l'importance des chiffres pour l'administration coloniale avait favorisé la naissance de ce qu'on appelle un Conseil supérieur de la statistique en 1885. Si vous consultez le journal de la Société statistique de Paris de 1885, on vous donne des éléments clés sur ce conseil-là, ses objectifs, son organisation, sa fonction, ses finalités. Il y a évidemment beaucoup de données, beaucoup d'éléments qui vous permettent de comprendre ce conseil-là. Donc, ce conseil supérieur a été créé pour permettre à l'administration de mieux connaître les espaces à diriger, de mieux connaître les ressources, de mieux évaluer tout ce qu'il y a dans les zones colonisées pour être en mesure de les exploiter, si vous voulez, efficacement. Et donc, au sein de ce conseil, il a été créé ce qu'on appelle la commission de la statistique coloniale. Cette commission-là était, si vous voulez, avait pour mission, si vous voulez, c'était la science des faits sociaux exprimés par des termes numériques. Donc là, vous aurez compris avec moi que l'administration avait placé les chiffres, que l'administration avait placé les statistiques au devant de sa politique coloniale et de sa politique de gestion économique, sociale et politique. C'est donc consciente que les statistiques et donc les chiffres sont une boussole, que les autorités coloniales
avaient mis en place une organisation efficace. Ils ont organisé les services statistiques de telle sorte que rien ne pouvait les échapper dans ce qui se passait dans les colonies. Et mieux, l'autorité a favorisé la multiplication des publications statistiques. Vous verrez que partout dans les colonies dominées, l'administration a favorisé la recherche sur les chiffres, l'administration a favorisé les recherches statistiques. Ils ont créé ce qu'on appelle des annuaires. Nous avons par exemple l'annuaire statistique de l'Algérie, il y a les statistiques générales de la Tunisie, annuaire statistique général du Maroc, annuaire statistique de l'Indochine, annuaire statistique de la France, annuaire statistique de l'Afrique occidentale française. Donc, ces annuaires-là, ces documents-là qui ont été élaborés, évidemment, vous conviendrez aisément que ces documents-là visaient tout simplement à connaître par les chiffres, à gouverner par les chiffres, à avoir le maximum de données nécessaires pour pouvoir anticiper sur d'éventuelles crises ou pour pouvoir anticiper sur d'éventuelles politiques économiques susceptibles d'aider à bien exploiter les zones dominées. Si ajoute, nous avons ce qu'on appelle le bulletin mensuel des statistiques coloniales, le bulletin de la statistique générale de la France. Donc, pour vous dire tout simplement que les chiffres ont accompagné, ou ont toujours accompagné les politiques coloniales de développement, les politiques coloniales d'exploitation et les politiques coloniales de gouvernance. Et là, je reprends cette citation de Touchelet de 2022 qui dit alors, tout en contribuant à l'asymétrie des relations entre colonisateurs et colonisés et à ces héritages, les statistiques en tant qu'outil de gouvernance ont été efficaces dans la gestion des ressources coloniales, comme l'élevage. Chiffrer donc en contexte colonial permettait de prévenir, permettait d'anticiper, d'organiser, d'évaluer les besoins des colonies pour en favoriser leur prospérité socio-politico, si vous voulez. En fait, c'est pour vous dire tout simplement que les chiffres étaient en réalité, comment dirais-je, une politique de gestion, si vous voulez. En fait, aucun État, aucune administration ne pouvait gérer sans pour autant connaître la population ou l'espace à gérer. Il fallait donc administrer, il fallait donc gouverner par les chiffres. Il fallait gouverner les ressources par les chiffres. Et donc, la Casamance, qui était à l'époque une zone considérée comme étant le grenier de la colonie, ne pouvait pas échapper à cette réalité-là. D'autant plus que l'élevage, qui était un des éléments clés de l'économie coloniale, était développé dans cette zone-là. Il fallait donc, par conséquent, connaître l'élevage de cette zone-là. Il fallait connaître la population bovine. Il fallait connaître les surfaces pâturables pour contribuer tout naturellement à développer ou à rentabiliser cette ressource coloniale-là. Ce qui nous amène tout naturellement à nous intéresser maintenant aux chiffres et à l'élevage colonial. Alors, il faut noter que si vous avez la possibilité d'aller aux archives nationales de Dakar, du Sénégal, vous trouverez une série, et notamment la sous-série 2G, qui donne des statistiques coloniales, qui donne des données en rapport avec l'élevage partout dans la colonie du Sénégal. Et pour cette circonscription, administrative, l'administration avait élaboré des statistiques, des données qui peuvent permettre aux chercheurs de voir clairement comment les chiffres ont contribué à organiser ce secteur-là. Donc, l'administration coloniale a fait du recensement et des statistiques, ce sont des instruments de contrôle et de gouvernance. Il fallait donc, c'est pourquoi depuis 1946
au moment où l'autorité coloniale et de développement économique et social, FIDES, ce fonds-là nécessitait, la guerre mondiale, l'administration s'est lancée dans une entreprise de reconstruction, dans une entreprise de mise en valeur. Le FIDES qui a été lancé ne pouvait pas réussir, ne pouvait pas se développer sans pour autant que l'administration ait des données chiffrées, des données statistiques qui pouvaient l'aider à faciliter évidemment le secteur de l'élevage qui nous concerne ici. L'administration a commandé des données chiffrées qui permettraient de voir Désolé, on vous entend très bien. Si vous voulez, l'inventaire des pâturages Chez vous ou pas, mais qui permettrait de faire l'inventaire chiffré. Ah oui. C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Ça y est, on retrouve. C'est bon? Voilà. Donc bon, je disais que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le FIDES a été lancé, l'administration avait un besoin croissant de données. L'administration avait un besoin croissant de chiffres pour tout naturellement concrétiser la politique économique qui a été lancée au lendemain de la guerre. Et pour le cas de la Casamance et pour le cas de l'élevage qui nous concerne ici, l'administration a initié au Sénégal, en Casamance, et là on peut vérifier ça dans les archives, une politique de recensement, une politique visant tout simplement à avoir des chiffres essentiels pour développer ce secteur-là. Et ces chiffres-là ont été orientés selon les ambitions et les besoins. Ces chiffres-là ont été dirigés vers la connaissance des pâturages, par exemple. Ils ont lancé ce qu'on appelle l'inventaire des pâturages. On a des données statistiques, des tableaux qui permettent de voir ça clairement dans les archives. L'inventaire de la population animale et l'inventaire du personnel zootechnique. Donc là, vous aurez compris que quand on initie des inventaires pour le pâturage, des inventaires pour la population, des inventaires pour le personnel zootechnique, vous aurez compris que cela vise tout simplement à connaître le secteur par les chiffres et par conséquent à contribuer à son développement. Alors, quand on prend l'inventaire des chiffres, l'inventaire, par exemple, des pâturages, ce tableau, par exemple, tiré de la sous-série 2G, permet de voir pour chaque subdivision les superficies pâturables et les capacités de peuplement en bovin. Et ces genres de tableaux, on retrouve beaucoup, ces genres de tableaux, bon, pratiquement pour plusieurs années. Là, on a pour l'année, j'ai choisi l'année 1952, on aura d'autres tableaux où c'est 1959 ou même avant, pour vous dire encore que les chiffres sont essentiels dans toute politique de gestion d'une ressource. L'inventaire chiffré de la population animale. Là également, nous avons des tableaux de ce genre. Là, je essaie de prendre des tableaux de 1931 et de 1932. Mais vous aurez d'autres tableaux où c'est encore beaucoup plus clair. On vous montre les différences, la continuité, la rupture, tout est indiqué de manière claire. Là, c'est aussi un autre élément. Alors, pour l'inventaire du personnel zootechnique. En 1942, le recensement du personnel zootechnique a été demandé par l'autorité. Et quand ce recensement a été fait, les données là ont été remarquées. 94 vétérinaires inspecteurs, 98 vétérinaires africains, 25 contrôleurs de colonisation, 29 assistants d'élevage et 720 infirmiers vétérinaires. Alors, pourquoi tout ce recensement-là? Ce recensement-là vise tout simplement à bien gouverner l'élevage par les chiffres. Parce que gouverner l'élevage par les chiffres avait plusieurs enjeux. Nous avons les enjeux politiques qui consistent à gouverner ou qui consistent à s'adonner à une gouvernance chiffrée ou à une gouvernance pastorale par les chiffres. Pourquoi? Le comptage était un formidable moyen de classement des ressources animales et d'évaluation de leur rendement, en comptant
en faisant un recensement, on pouvait les classer, on pouvait évaluer leur éventuel rendement, si vous voulez. Sous cet angle-là, on peut dire que ce recensement chiffré a donc une dimension politique, en ce sens que les statistiques permettent au pouvoir d'anticiper sur d'éventuelles difficultés. Et donc, ces statistiques-là engendrent des mécanismes qui tendent à l'auto-renforcement de l'État. En connaissant la population animale, on peut renforcer l'autorité de l'État, on peut renforcer les politiques de l'État et on peut permettre même à l'État de contrôler l'élevage. Je rappelle que la Casamance, je l'ai dit tout au début, que la Casamance était une zone, comment dire, frontalière de 3 États. La Gambie, les Britanniques étaient au nord, les Portugais étaient au sud. Et donc, en connaissant la population animale au sud du pays, on pouvait tout naturellement parer ou contrecarrer les velléités anglaises et portugaises d'avoir une mainmise sur l'élevage dans cette partie du monde-là. Donc, gouverner par l'élevage, par les chiffres, avait des enjeux politiques. Cette gouvernance avait également des enjeux économiques, puisque les statistiques orientent les politiques et la gestion des budgets. Quand on connaissait la population animale, cela revenait tout simplement à pouvoir définir la meilleure politique de l'animal à adopter pour le compte de l'économie coloniale. Enfin, toujours dans ces enjeux économiques, l'élevage étant un aspect non négligeable de l'économie, le connaître par les chiffres permettrait de le lire. Le lire renvoie tout simplement à le connaître généralement, à le connaître dans toutes ses facettes et à permettre tout naturellement de le développer. Pourquoi un autre aspect, c'est qu'en connaissant cet élevage-là, on pouvait contribuer à le réformer. Le décompte permettait d'avoir une idée claire de la situation de ce secteur-là. Le décompte facilitait également toute éventualité de réformer. Ça permettait également une évaluation. Et cette évaluation-là pouvait permettre de solutionner des problèmes liés à ce secteur-là. Enfin, ces chiffres-là constituaient des outils de planification de l'activité pastorale. Et on peut donc dire que ces chiffres agissent comme des facteurs de stabilité et de réduction des incertitudes. Pour conclure, on peut retenir que, en contexte colonial, la gouvernance était impossible sans une connaissance chiffrée de l'espace ou du milieu. Cette gouvernance-là, ou cette connaissance par les chiffres, précède toute politique de développement. C'est pourquoi donc, en Afrique de l'Ouest, la France a fait des chiffres un outil de gestion et de gouvernance administrative, mais aussi des ressources. Sans donc statistiques, il ne pouvait pas y avoir de politique coloniale ou de politique étatique viable. Donc la Casamance n'a pas échappé à cette réalité-là. Pour dompter ce secteur-là, l'élevage, Paris avait privilégié une politique, une véritable politique des chiffres. Cette politique des chiffres-là consistait à connaître toutes les facettes de ce secteur-là avant de pouvoir le dompter. Et donc, cette politique-là, par les chiffres, permettait de collecter des données pastorales pour l'administration, lesquelles données seront utilisées comme une boussole de mise en valeur coloniale. Donc, pour l'historien que je suis, vous aurez compris que les chiffres sont une ressource numérique très déterminante dans la compréhension et l'analyse des faits coloniaux. Pour toute étude d'histoire politique, économique, sociale, culturelle, notamment pour la période coloniale, l'exploitation de ces données statistiques issues des rapports administratifs ou des recensements éclaire parfaitement les politiques publiques, leurs fondements, mais aussi les stratégies de développement qui sont initiées. C'est dire que les chiffres sont de véritables matériaux susceptibles de fournir à l'historien des informations de nature culturelle, épistémologique et anthropologique sur les sociétés qu'il étudie. Là, je reprends les propos de Chambon. Et donc, ces informations-là, sans ces informations-là, si vous voulez, ces informations-là, sans lesquelles ces analyses ne pourraient pas être, ces analyses pourraient être partielles, pour ne pas dire biaisées. Autrement dit, si on n'a pas
une connaissance chiffrée ou des données chiffrées d'un fait historique, on peut considérer que toutes les analyses que nous aurons à faire seront des analyses qui seront, si vous voulez, des analyses partielles, biaisées, puisque nous aurons des analyses qui ne sont pas complètes. Par conséquent, on ne pourra pas éclairer, on ne pourra pas expliquer tout cela. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Nous ont montré comment les chiffres ont été utilisés pendant la période coloniale pour gouverner les consciences, pour maintenir la domination, et comment les chiffres ont été utilisés comme outil de développement économique. Et M. Ousmane Samaké devait être là ce matin pour nous montrer comment les statistiques sont aujourd'hui utilisées pour le suivi, l'évaluation et la planification de l'agriculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal. Et ce document, il va nous l'envoyer. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur Mohamed Diakité de l'Université de Paris, Dauphine, France. Donc, il va nous entretenir sur le thème suivant: la construction comptable de la déforestation, le cas du cacao en Côte d'Ivoire, de 1900 à 1960. Monsieur Diakité, vous avez la parole. Professeur, j'espère devenir très très rapidement docteur, mais pour l'instant, je suis inscrit en deuxième année de thèse en sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine. Je suis plutôt doctorant à l'Université Paris-Dauphine en sciences de gestion, sous la direction de Pierre Labardin, donc ici présent en ligne, qui a dû sursauter quand il a entendu docteur. Il s'est dit, mais quand est-ce que la soutenance a-t-elle eu lieu? Et de Gonel Nogachevski et d'Antoine Fabre. Si vous le souhaitez, voilà. Sinon, je peux faire aussi un partage de mon écran, mais sinon, vous pouvez le projeter. Et donc, mon travail, en fait, s'inscrit dans l'histoire de la comptabilité en général, mais surtout dans le courant critique de la comptabilité. Car, comme vous le savez, la comptabilité est souvent perçue comme un instrument neutre, donc qui sert pour les entreprises à calculer leurs résultats, et donc avec des outils totalement conventionnels, calculatoires, etc. Alors qu'en réalité, la comptabilité, comme l'ont montré plusieurs chercheurs, hein, a permis dans certaines sociétés, à travers l'histoire, à maintenir l'ordre social dominant. Et donc, la comptabilité permet à l'ordre social existant de se perpétuer. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'analyser le rôle que la comptabilité a pu jouer dans la colonisation, parce qu'il y a déjà plusieurs travaux, notamment dans le monde anglo-saxon, sur le rôle que la comptabilité a pu jouer dans la traite négrière et dans l'esclavage. Pour la traite négrière, vous avez les travaux de Fleischmann, de Oldroyd, etc. Et pour l'esclavage, vous avez les travaux de ces mêmes auteurs-là ou de d'autres auteurs américains, notamment de Kathleen Rosenthal. Alors, pour vous situer un peu le contexte et l'actualité de mon sujet, alors tout récemment, l'Union européenne, donc en juin 2023, a adopté un règlement visant à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Et donc, quand on fait une analyse dans une perspective historique, on voit qu'il y a un paradoxe. Parce que toutes les cultures qui sont citées dans ce règlement-là, à savoir le cacao, le café, l'huile de palme, etc., ont soit été introduites par, par les colons, ou ont soit été développées par les colons durant la période coloniale. Donc actuellement, c'est un peu paradoxal, plusieurs décennies après, de dire, ah tiens, on veut lutter contre la déforestation importée, alors que l'on a soi-même activement participé à cette dégradation de la forêt. Vous pouvez passer au deuxième slide, s'il vous plaît. Alors donc, l'objet de l'étude, c'est justement cette mise en perspective historique-là,
dans le cas du cacao en Côte d'Ivoire, parce qu'on estime par exemple que il y avait 15 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire en 1900 et qu'actuellement nous sommes à moins de 3 millions d'hectares. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Alors bien sûr, le cacaoyer n'est pas la seule culture en cause, mais le fait de choisir une culture permet de façon didactique de mieux illustrer les dynamiques à l'œuvre. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, ce qui nous envoie à la question de recherche qui vise à interroger le lien entre la déforestation et les pratiques managériales et comptables dans le cadre du cacao en Côte d'Ivoire. Alors, je précise d'entrée de jeu que la comptabilité au sens, dans l'acception que nous avons, est très large. La comptabilité se comprend en tant que tout ce qui est technique de classification et de quantification. Un peu dans les travaux de Hoskin qui définissait la comptabilité depuis la Mésopotamie sous l'aspect de naming and counting. Et quand vous prenez même actuellement le plan comptable général, dans un premier temps, il y a une classification. Donc, on choisit d'abord le numéro de compte, puis on quantifie. Et donc, il y a ces deux aspects-là. Et donc, dans ce cadre-là, cette communication s'inscrit parfaitement dans les travaux de ce colloque qui s'intitule Chiffrer et classer en situation coloniale, parce qu'on retrouve là les deux aspects de classification et de colonisation et de quantification. Alors, les sources que j'utilise dans ce travail de thèse, c'est d'abord les archives nationales de l'outre-mer, donc et les deux fonds que j'ai nommés, un NOM 315 et un NOM 1315. Je m'y rendrai à nouveau la semaine prochaine, donc si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur. Ensuite, les journaux d'agriculture coloniale. Comme vous le savez, il y avait des journaux d'agriculture en métropole, mais il y a eu aussi depuis le début de l'aventure coloniale des journaux d'agriculture coloniale où les agronomes échangeaient énormément avec énormément de calculs comptables pour voir la rentabilité. Ensuite, on a les archives du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve, notamment le fonds 1 ADP 7 qui contient, où j'ai pu lire les concessions, par exemple, qui avaient été faites à Arthur Verdier, j'y reviendrai, donc qui est le premier résident de la France en Côte d'Ivoire et qui a mis en place la première plantation de café puis de cacao sur le territoire. Ensuite, vous avez les archives des entreprises coloniales européennes, donc que l'on peut retrouver, par exemple, aux archives du Crédit Agricole à Montrouge, en région parisienne, qui ont repris les archives du Crédit Lyonnais, qui finançaient le commerce colonial dans plusieurs pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, où ils finançaient le business du cacao et du café. Alors, avant de continuer, quelques éléments de contexte historique. Alors, comme je le disais dans mon propos liminaire, le cacao a été introduit par les colons français en Côte d'Ivoire. Faut préciser que le cacao est d'origine mésoaméricaine, donc poussé chez les Incas, les Aztèques, etc., et que le cacao avait un double usage. Donc, d'abord, un usage monétaire, c'est-à-dire que les fèves de cacao servaient comme monnaie d'échange. Ensuite, le cacao, c'est pour cela qu'on parle de Théobroma cacao, avait un usage religieux parce que le cacao était utilisé dans toutes les cérémonies pour les libations comme sacrifice pour les dieux. Et donc, ce cacao-là va être découvert par les Espagnols qui vont l'envoyer dans la cour d'Espagne. Puis le cacao puis le chocolat, qui est donc la boisson du cacao, va faire le tour des cours européennes avant d'être cultivé par les Britanniques et les Néerlandais, d'abord en Amérique, puis sur l'île de Java, et enfin en Afrique, d'abord en commençant par Sao Tomé, puis au Ghana et enfin en Côte d'Ivoire. Alors les Français vont dupliquer ce qui se fait au Ghana parce qu'ils vont considérer que, compte tenu du fait qu'on a les mêmes conditions climatiques et podologiques, c'est-à-dire en termes de qualité du sol, donc il n'y a aucune raison que le cacao pousse au Ghana et qu'on ne puisse pas faire la même chose en Côte d'Ivoire. Prochain slide, s'il vous plaît. Et donc là, vous voyez un Amérindien dans son accoutrement traditionnel. Donc, c'est une illustration de 1685. Donc, pour vous dire que la consommation du cacao date
d'avant l'entreprise coloniale en Afrique, en fait. Prochain slide. Donc là, vous avez des cacaoyers pour illustrer pour ceux qui n'ont jamais vu le cacao. Et là, vous avez la fève de cacao quand on casse la cabosse. Voilà. Et donc, après ce rappel historique-là, nous en arrivons à la situation en Côte d'Ivoire. Et donc, le cacao, comme je le dis, a été introduit par le premier résident en France, qui est Arthur Verdier, qui est un Rochelais. Et donc, il a fait une première plantation de café et puis de cacao à Elima. C'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, vers la frontière du Ghana. Donc, en 1881, dans son autobiographie, il affirme avoir défriché en pleine forêt 120 hectares pour y planter des caféiers venus du Libéria, puis des cacaoyers. Donc, ce qui est une destruction manifeste de la forêt primaire. Et quand je suis allé aux archives nationales, aux archives du ministère des Affaires étrangères, et que j'ai lu la concession faite par l'État français à Arthur Verdier, donc on y lit clairement que sa concession se situe en zone forestière et pas du tout dans les zones déjà exploitées par les autochtones ou dans les zones même laissées en jachère par ces autochtones. Et donc, c'était vraiment dans la forêt qu'il devait cultiver le cacao. Alors, la cacaoculture va commencer, donc, bien sûr, avec Arthur Verdier, mais va ensuite se poursuivre sous l'œuvre du gouverneur Engoulevent de 1908 à 1816 à travers une politique volontariste et coercitive et qui va vraiment entraîner un développement de la cacaoculture. Prochain slide, s'il vous plaît. Et donc là, on voit en termes quantitatifs les statistiques de l'évolution de la production de cacao, sachant que quasiment toute la production de cacao était exportée. Donc là, on voit en 1900, on commence à autour de 55 kilos, juste 55 kilos. Ensuite, il y a un développement lent jusqu'en 1908, donc l'arrivée du gouverneur Engoulevent. Puis, on a une augmentation exponentielle de la cacaoculture jusqu'en 1915, par exemple, où là, on a 113 000 tonnes. Donc, on voit entre 1900 et 1915, voilà, toute l'augmentation exponentielle de la cacaoculture qui a été faite sous l'œuvre du gouverneur Engoulevent. Et bien sûr, comme vous le savez, en situation coloniale, l'esprit était au mercantilisme. Donc, chaque empire colonial se devant d'être autosuffisant pour éviter d'importer des matières premières d'un autre empire colonial, se devait de développer ses propres cultures. Alors, toujours pour préciser le contexte, pour aller dans le contexte historique, pour mieux comprendre tout cela. Donc, toute cette production s'est faite dans un contexte juridique, économique et social. Donc, d'abord, il y a eu la loi des finances du 13 avril 1900, donc qui a fixé l'autonomie financière des colonies. Et donc, cette loi-là était une concession que l'État français avait faite au lobby anticolonial, parce que il faut se rappeler le contexte. À la fin du 19e siècle, la France venait de perdre l'Alsace et la Lorraine suite à sa défaite contre la Prusse. Et donc, une partie de l'opinion politique et de l'opinion publique française voulait plutôt que l'État se consacre au réarmement et à la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine, donc les territoires perdus, alors qu'une partie, le lobby colonial, voulait une exploitation outre-mer. Et donc, un consensus a été trouvé pour fixer l'autonomie financière des colonies et que le développement colonial outre-mer ne coûte pas trop cher aux contribuables français. Et donc, dans ce cadre-là, la comptabilité devient très importante parce que la mesure de la profitabilité de ces plantations-là devient un enjeu politique majeur parce que ça permet de justifier toute la politique coloniale et les investissements qui vont être faits. Donc, en cela, la quantification comptable s'inscrit pleinement et est un outil majeur dans le développement de la politique coloniale de la France. Alors aussi, on a le décret du 20 juillet 1900, donc qui permet de justifier la première borne temporelle que j'ai choisie dans ce travail de thèse là, donc 1900, parce que la Côte d'Ivoire est officiellement colonie française en 1893, mais le premier régime dans le droit positif de réglementation de l'exploitation forestière date de 1900, et donc c'est à partir de cette date-là qu'il va y avoir une réglementation de l'exploitation forestière où, pour pouvoir exploiter la forêt, il faut
expressement une autorisation du lieutenant-gouverneur, donc de la colonie de Côte d'Ivoire, donc qui dépendait lui-même gouverneur de l'AOF qui était basé à Dakar. Et donc, j'ai retenu cette bande temporelle de 1900 parce que c'est à partir de cette date-là qu'il y a un droit positif sur la sauvegarde de l'environnement forestier. Ensuite, je réponds aussi euh, à la fin du bornage en 1960, qui est la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis le 7 août 1960. Voilà. Donc, mon travail s'inscrit de 1900, commence en 1900 et s'arrête en 1960. Alors aussi, pour faciliter l'exploitation coloniale, il va y avoir une mise en place de l'impôt de capitation, donc toujours dans le cadre de l'autonomie financière et de l'exploitation coloniale, donc l'impôt de capitation en nature en 1901 et en espèces en 1903, donc ce qui va permettre de mobiliser de la main-d'œuvre, notamment dans le cadre du travail forcé qui va avoir lieu jusqu'en 1946. Et là, je me réfère aux travaux du professeur Babacar Fall, notamment sur l'article de 1993, donc qui spécifie toutes les différentes catégories de population qui étaient soumises au travail forcé. Alors, dans le cadre de cette exploitation coloniale, il va y avoir un système comptable, fiscal et douanier pour l'exploitation forestière. Parce que avant de créer des plantations de cacao, il y avait d'abord une exploitation forestière. Parce que, comme je l'ai précisé tantôt, les concessions que les Européens avaient étaient en forêt. C'était dans la forêt dense, en fait, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et donc, il fallait d'abord une exploitation forestière, donc qui a été encadré d'abord par le décret du 20 juillet 1900, puis par celui de 1912, et qui mettait en place un vrai système comptable à travers notamment un carnet de chantier sur lequel on devait porter chaque arbre. Donc, il y avait une classification de la nature de l'arbre, acajou ou autre essence, son numéro, la date d'abattage, les dimensions de l'arbre, ainsi que les billes qui en sont issues. Et donc, ce carnet-là devait avoir plusieurs souches. Donc, une souche qui partait auprès des autorités douanières, donc pour faciliter l'exploitation de ces billes de bois. Oui, prochaine slide. Alors, ce qui a permis, bien sûr, à l'administration coloniale d'avoir des statistiques détaillées sur l'exploitation du bois. Et donc là, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit par mes précédents euh, par les précédents intervenants sur l'importance des statistiques pour cette administration coloniale-là. Donc là, on voit en tonnage l'exploitation de bois. Bon, la source, c'est les statistiques qui ont été faites avant l'exposition coloniale de 1931. Donc, on voit l'évolution depuis 1913 du nombre de tonnages, donc qui monte jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui après va s'amplifier parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs régimes d'exploitation que la France avait mis en place, en tout cas sur le territoire ivoirien, avant la Première Guerre mondiale, enfin, du début de la colonisation jusqu'à la Première Guerre mondiale. Entre les deux guerres mondiales, notamment à travers la mise en valeur qui avait été conçue par Albert Sarraut, donc qui était gouverneur d'Indochine avant, puis ministre des colonies, puis après la Seconde Guerre mondiale, avec la fin du travail forcé, l'Union française, l'abandon du code de l'indigénat, etc. Prochaine slide. Là, on a le nombre d'arbres. Avant, on avait le tonnage, là, on a le nombre d'arbres. Donc, en 1926, 1927, 1929 et 1930. Et donc, il apparaît clairement que les statistiques et la quantification, la classification et les chiffres sont vraiment un élément essentiel de la politique coloniale que la France avait mise en place en Côte d'Ivoire et que l'exploitation forestière était vraiment au cœur de cette politique-là. Exploitation forestière, puis exploitation agricole, comme nous allons le voir. Donc, c'est une illustration des billes de bois, là. Voilà. Alors, ce qui nous envoie la quantification comptable dans les journaux d'agriculture tropicale. Alors, prochaine slide. Oui. Alors, la quantification comptable avait, non, la slide avant. Quantification comptable pour qui et pourquoi. Donc, d'une part, la quantification comptable permet, comme le disait la citation avant, aux agronomes et aux exploitants de calculer la rentabilité de leur production à travers l'évaluation de leur coût de revient, ce qui est un usage interne. Pourquoi? Parce qu'une fois que le cacao a été découvert en Amérique, puis envoyé dans les cours européennes et enfin exploité en territoire
l'histoire coloniale, comme je l'ai dit, d'abord en Indonésie, puis en Afrique, il était important de savoir la rentabilité économique de cette culture-là. Comment cela se faisait? Cela se faisait par les agronomes et surtout dans les jardins coloniaux et dans les jardins d'essai. Il y avait par exemple en métropole le jardin de Nogent-sur-Marne où des calculs agronomiques et financiers et comptables étaient faits pour voir si telle ou telle culture était rentable. Il ne s'agissait pas de mettre en exploitation une culture qui n'aurait aucune rentabilité économique, sachant que chaque colonie devait être autonome. Donc ça, c'est le premier aspect de la quantification comptable et de son utilité pour l'administration coloniale et même pour les exploitants. Sachant que il y avait aussi des formations en agronomie tropicale pour les agronomes comme le chevalier qui était sur place et qui accompagnait techniquement les colons qui étaient installés pour la rentabilité de leur production. Donc ça, c'était le premier usage de la quantification comptable. Le second usage, la comptabilité et les états financiers qui en découlaient permettaient de réduire l'asymétrie d'information entre les actionnaires des plantations donc, qui étaient présents en métropole et les administrateurs sur place dans les colonies. Par exemple, pour le calcul des profits et des dividendes. Je prends un exemple. J'ai regardé, par exemple, aux archives du Crédit Agricole, la plantation de la Tanoé. Donc, on a dans ces archives les lettres des administrateurs, donc de ceux qui dirigeaient les plantations, aux actionnaires qui étaient en métropole. On avait les bilans, les comptes de profit et de perte, donc pour montrer toutes les opérations et les profits et les dividendes. Pourquoi? Parce que quand vous avez d'une part des gens qui sont en métropole et d'autre part des gens qui exploitent leurs plantations dans les colonies, la symétrie d'information a deux conséquences. La première conséquence, c'est ce qu'on appelle en économie l'antisélection. L'antisélection, c'est que il faut que la comptabilité et la quantification, en général la comptabilité en particulier, permettent aux investisseurs potentiels qui sont assis en France de savoir quelle plantation est plus rentable que telle autre. Et donc, la comptabilité permet de réduire ce risque d'antisélection. Donc, d'investir dans des plantations qui ne seraient pas rentables plutôt que dans les plantations les plus rentables. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui justifie l'importance de la quantification en général, de la comptabilité en particulier, c'est l'aléa moral. C'est-à-dire que sans comptabilité détaillée et précise mise en place, les exploitants qui sont sur place, donc à 6000 km en Côte d'Ivoire, pourraient avoir des actions qui sont contradictoires aux intérêts de leurs actionnaires qui sont en métropole. Et donc, la comptabilité permet à ces exploitants-là de justifier concrètement ce qu'ils font et aux actionnaires de suivre à distance au moins une fois par an ce que les exploitants font sur place. Donc ça, c'est le deuxième rôle de la quantification comptable, en fait. Et enfin, le troisième rôle de la comptabilité et de la quantification, ça permet au gouvernement de diriger à distance les colonies. Pourquoi? Parce que à travers une agrégation de toute la comptabilité des entreprises, le gouvernement peut justifier auprès du Parlement la pertinence de l'entreprise coloniale et sa rentabilité. Et donc, c'est ce qui permet, c'est ce qui a permis, après la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale, de justifier les crédits qui étaient alloués au développement des colonies et à l'aménagement de ces territoires-là. Et donc, les statistiques en général et la comptabilité permettent ce gouvernement à distance-là qui, comme il a été conçu par certains auteurs, notamment que j'utilise dans mon cadre théorique avec le professeur Labardin, de Foucault, qui permet la gouvernementalité en fait. C'est-à-dire que on puisse gouverner à distance, que le gouvernement puisse amener les acteurs à agir comme il le veut à travers des technologies et dans notre cas, la comptabilité. Alors, prochaine slide. Et donc, pour l'instant, étant en début de deuxième année, les résultats provisoires que j'ai actuellement et qui doivent être affinés, c'est que la comptabilité est un outil donc, qui permet aux acteurs coloniaux de développer la culture du cacao sans tenir compte de la surexploitation et de la dégradation du milieu forestier, parce que dans tous les états financiers qu'on a vus, il n'y a pas de charge environnementale. Donc, c'est comme si la nature et les animaux n'avaient aucun coût. Et donc, la rentabilité financière et comptable qui est apparente là et qui permet aux actionnaires
d'investir dans ces plantations-là ne tient pas compte de l'environnement, donc participe indirectement à sa dégradation. Et par exemple, on le voit à travers l'exonération pour les cacaoculteurs de la taxe d'abattage. Parce qu'à l'époque, quand vous exploitiez l'acajou, par exemple, quand vous abattiez l'acajou et que vous l'exportiez, vous deviez payer une taxe, en fait, sous forme de timbre. Mais il y a eu une niche fiscale pour la cacaoculture parce que le gouverneur Ngoulvan voulait développer la cacaoculture. J'ai choisi la cacaoculture parce que, comme vous le savez, il y avait une spécialisation territoriale au sein de l'Empire colonial français en général et au sein de l'AOF en particulier. Par exemple, la Côte d'Ivoire exploitait le cacao, développait le cacao, le Sénégal, l'arachide et d'autres territoires, d'autres cultures, en fait. Et donc, vraiment, la cacaoculture et le café étaient vraiment les deux éléments qui ont nourri la Côte d'Ivoire et qui ont nourri l'État colonial ivoirien et jusqu'à présent même sont les bases en fait de l'économie ivoirienne qui a toujours quelques traces de sa conception coloniale. Donc, ensuite, au niveau de la comptabilité de gestion, donc on voit que la rente forestière permet de faire baisser le coût de revient des planteurs, voilà, qui préfèrent déforester plutôt que de replanter sur d'anciennes plantations et qui auraient été laissées en jachère. Et donc là, j'ai mis en illustration quelques articles des journaux d'agriculture tropicale de l'époque, donc où l'on voit tous les calculs comptables qu'il y a pour voir la rentabilité des plantations, etc. Bien sûr, en foulant au pied tous les éléments liés, que ce soit aux animaux ou que ce soit euh, à la forêt. Alors, pour terminer, je dirais que la quantification est quelque chose de vraiment important et que c'est vraiment une constante historique. J'en veux pour preuve en 1066, après la conquête des Normands de l'Angleterre, l'une des premières choses que Guillaume le Conquérant a eu à faire, c'est ce qu'on appelait le Domesday Book, c'est-à-dire c'est cartographier toutes les terres, faire un recensement de la population, d'abord pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons d'administration. Et donc, l'objet du colloque est très pertinent en termes de classification et de quantification en situation coloniale. Et je remercie les professeurs Béatrice Touchelet et Babacar Fall de m'avoir associé à cette présentation, bien que n'étant pas encore docteur comme tous les autres intervenants, mais étant en plein milieu de ma thèse. Je vous remercie et je suis ouvert à toute suggestion d'amélioration. Merci beaucoup, docteur Mohamed. Il faut dire Amen seulement. Il faut dire Amen. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, ça viendra. Donc, vraiment, on est très heureux d'avoir écouté votre exposé. C'est comme un passé qui est toujours présent. Et pour faire la connexion du présent, je voudrais donner la parole à notre ami Biran Khan, qui a une très longue expérience des périmètres irrigués, comme ça ne m'inquiète pas là. Il va nous parler très rapidement. Je le connais en tant que défenseur de l'intégration de l'animal, de l'arbre dans les périmètres irrigués. Donc, à écouter cet exposé, vraiment, j'ai l'intention de lui donner la parole. Biran, tu as la parole. Pas prévu, je pense, pour intervenir, mais je devrais, peut-être, comme le dit Yaya, à partir de ma connaissance de ce milieu de l'agriculture et des convictions que nous avons de ce que l'on appelle actuellement l'économie durable, l'agriculture durable, parce qu'on parle de durabilité en toutes choses, voire essayer d'introduire, en fait, la statistique, la comptabilité, tout ça dans un environnement de durabilité. Si on regarde bien ce qu'on appelle la théorie des capitaux, où nous héritons dans la nature de choses qui nous sont déjà données.
Nous avons les terres, nous avons l'eau, etc. Les ressources naturelles qui sont là. Donc, c'est le premier capital que nous avons, le capital des ressources naturelles, que nous devons quantifier par une situation de référence. Nous devons savoir combien de superficie nous avons, à quel type de terre. Nous devons savoir quelle végétation nous avons, en type d'arbres, etc. Donc, ces ressources naturelles sont là et ces ressources naturelles sont exploitées par des ressources humaines qui vont dire, et à la fin, au début et à la fin de toutes choses, les ressources humaines. Deuxième capital, ces ressources humaines, pour profiter des ressources naturelles, ont des stratégies qui leur imposent des organisations, de s'organiser. Et là, on tombe dans les troisième ressources, les ressources sociales. Donc, on s'organise en GIE, en entreprise, etc., pour pouvoir exploiter donc, ces ressources naturelles. Toujours dans le but d'exploiter ces ressources naturelles, on met en œuvre des ressources physiques. Ce sont les constructions d'usines, de ponts, de routes, etc., pour pouvoir exploiter ces ressources naturelles. Et enfin, ce qui nous permet donc de passer d'une ressource à une autre, pour la transaction, c'est les ressources financières. Donc nous avons ces 5 ressources qui doivent permettre puisque ces ressources doivent être exploitées dans la durabilité, nous devons d'abord avoir une situation de référence, d'où la nécessité de quantifier. Nous quantifions pour savoir combien nous avons et nous avons une projection d'objectifs, des objectifs à atteindre. Ces objectifs sont déterminés de manière réaliste. Si nous devons avoir des objectifs de production alimentaire, ces productions alimentaires sont destinées à une population dont les besoins sont aussi quantifiés. Donc, dans le temps, nous devons savoir combien nous allons produire et pour qui. Si nous avons aussi à produire pour l'exportation, nous devons savoir on exporte dans quel marché, de quelle quantité nous avons besoin et quand. Tout ça, ce sont des quantifications nécessaires. Donc, à partir de la situation de référence, nous devrons construire des stratégies, ça veut dire des actions planifiées en combinant donc ces ressources de manière rationnelle pour aboutir au résultat. Maintenant, une fois arrivé au résultat, ces résultats doivent être quantifiés pour savoir on a atteint, on n'a pas atteint. Et pourquoi on a atteint, pourquoi on n'a pas atteint, dans les délais ou pas. Donc, tout ceci nous montre que les chiffres sont au début et à la fin de tout. Maintenant, pour arriver à une situation où le résultat est durable, je veux dire, dans cette démarche systémique, il faudra savoir mon résultat en termes quantitatifs que je connais, est-ce qu'il y a des impacts, d'autres impacts, au-delà de l'impact que j'avais, de l'objectif que j'avais de production de tant de tonnes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres impacts sur les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. Les impacts peuvent être positifs ou négatifs. Négatifs sur les ressources naturelles, dont on parle là, la déforestation, la salinisation, etc.
peut avoir des impacts sur la population, sur les ressources humaines. Ça peut pousser à la migration. La migration dans les deux sens. Donc, ça peut aussi pousser vers la nécessité de mettre en place des infrastructures physiques connexes, même si ne sont pas liées directement à l'activité, sont nécessaires. Donc, pour les autres acteurs qui concourent à, qui bénéficient de cette activité. Ensuite, nous avons aussi des impacts sur l'économie nationale. L'impact maintenant recherché dans la micro-entreprise pour la comptabilité, où on cherche la rentabilité économique et financière de l'activité, est donc beaucoup plus restreinte que l'impact dont nous parlons. Nous devons mesurer l'impact non pas en termes de rentabilité économique et financière, mais l'impact global sur l'environnement. Donc, sur toutes les ressources évaluées au départ et que nous devons aussi évaluer à l'arrivée. Donc, je pense que cette démarche qui nous permet, au-delà de la recherche de profit, prend en compte tous les acteurs concernés, l'environnement global, donc dans ces 5 composantes, et comment composer, donc dans cette stratégie, les 5 ressources afin que l'activité concourt à la réalisation d'objectifs qui pourront se répéter, s'améliorer quantitativement et qualitativement sans porter une atteinte significative sur les 5 ressources dont on a parlé. Maintenant, dans un cadre plus restreint, je vais parler tout à l'heure, donc, c'est la statique et la comptabilité que nous avons utilisée, nous, à la SAED. Nous avions déjà, au départ, avant donc l'avènement de nouvelles techniques de communication et d'information de communication, avant l'informatique, nous avions donc des recensements nationaux qui étaient là. Mais au niveau de la SAED, nous avions donc des techniques de sondage. Ces techniques de sondage s'appliquaient sur la production. Donc, des échantillons tirés, des échantillons significatifs qui sont tirés pour pouvoir calculer pour chaque campagne les résultats. À partir de l'échantillon, et après on extrapole pour estimer la production totale. Cela nous permettait de voir la progression de la production d'année en année. Et ensuite, en cas de problème, de catastrophe aussi, d'aller encore faire des sondages de rendement pour voir l'impact de ces facteurs adverses sur les rendements. Cette statistique donnait une production, mais n'était pas trop à rapporter à ce que j'appelais le capital humain. On parle de rendement 2 tonnes à l'hectare, maintenant on a 3 tonnes à l'hectare, on a produit 150 000 tonnes, on a produit 300 000 tonnes, etc. Ces 300 000 tonnes sont produites par combien de personnes, pour combien de personnes, le taux de dépendance des actifs sont combien par rapport aux dépendants, etc. Donc, plus tard, nous sommes allés maintenant jusqu'à aller voir cette unité de mise en valeur où nous voyons la superficie exploitée par l'organisation elle-même. Donc, nous allons faire la prise en compte des ressources humaines et sociales.
dans la comptabilisation et les statistiques. Plus loin, avec l'avènement donc de la télédétection, nous avons commencé donc à acheter des images satellitaires et au fil des ans comparer les paysages dans les différents fiefs de la vallée pour voir l'évolution du paysage. Ça nous a permis de voir l'impact donc de l'agriculture irriguée sur l'environnement en général. Plus loin, donc, avec la géométrie, on a expérimenté l'évaluation des rendements par l'interprétation des images, les couleurs, et à certaines époques, donc du semis à la croissance jusqu'à la croissance maximale, jusqu'à la récolte. Donc l'interprétation de ces images, suivie de descentes sur le terrain pour peser exactement les rendements, nous ont permis de faire des corrélations qui nous permettent, à partir des couleurs, donc, nous avons de prédire les rendements pour le riz, et les essais étaient en cours aussi pour les autres cultures. Donc cela permet avec plus de célérité d'avoir les résultats rapidement avant même que la récolte ne soit terminée. Donc là, nous voyons que la statistique agricole et la comptabilité nous permettent de mesurer les performances de la société, mais aussi nous permet de voir l'impact de ce que nous faisons sur l'environnement global, donc où l'entreprise évolue. Je pense avoir fait un tour d'horizon sur le sujet. Et m'excuse pour ne pas avoir été, donc J'ai entendu la question, mais à moitié. Est-ce que les statistiques sont fiables, en fait? Si j'ai bien compris, en fait, c'est parce que c'était la communication a été interrompue, en fait. Donc, je ne sais pas si, est-ce que vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît? Non, mais d'accord. Très rapidement, vous avez compris. C'est de savoir, est-ce que les statistiques concernant l'élevage sont supposées être plus fiables que celles concernant la démographie humaine et l'homme, puisqu'il y a derrière des intentions de justification, de légitimation, etc. C'est clair, là? Ah, d'accord, oui. D'accord. Concernant les statistiques, par exemple, dans le cas du cacao que j'étudie, les statistiques sont beaucoup plus fiables parce que, d'une part, une grande partie du cacao est exporté. Et donc, on a les chiffres douaniers parce que comme le cacao même ne se consomme pas à l'état naturel, il faut forcément qu'il soit transformé. Ensuite, concernant la gestion rationnelle, oui, il y a eu tout un discours, en fait, de la colonisation pour dire que, parce que sachant que dans le cadre de l'exploitation du cacao, il y avait deux sortes de plantations. Il y avait les plantations tenues par les Européens et les plantations tenues par les Africains, en fait. Donc, ils avaient encouragé les Africains qui, en plus des cultures vivrières, de cultiver un peu le cacao, et les Européens cultivaient le cacao, bien sûr, en utilisant la main-d'œuvre qui leur était fournie avec l'aide de l'administration coloniale. Et donc, ils avaient fait des plantations modèles, bien sûr, que tout le monde devait suivre. Et le discours de l'administration coloniale, c'était que les plantations des Européens étaient plus rationnellement gérées et avaient des rendements plus élevés, plutôt que les plantations des Africains, qui, eux, considéraient qu'il y avait une concurrence déloyale parce que ils n'avaient pas les mêmes charges en termes de main-d'œuvre, ce qui va aboutir en 1946 à la fin du travail forcé, parce que les cultivateurs, les planteurs africains vont considérer qu'il y avait une concurrence déloyale, en fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Pour ce que j'ai entendu, la question, c'était
la fiabilité des statistiques concernant la production de cacao. Mais en fait, C'est ce que j'ai entendu. c'est plus à Yérobané. Et s'adresser plus à M. Yérobané. Alors, bon, moi, je pense que toute statistique a des limites, hein. Toute donnée a des limites. Mais je pense que pour le cas de cette activité-là, je pense en fait, ce sont des données qui sont fiables. Pourquoi? Qui a intérêt à ce que ces données-là soient fiables? C'est l'administration coloniale. C'est elle qui fait la commande aussi. Parce que n'oubliez pas que j'ai dit tantôt que toutes les données en rapport avec l'élevage, le bétail, le pâturage, si vous voulez, ce sont des données qui visent à mieux gouverner le secteur. Ce sont des données qui visent à mieux gérer l'élevage. Et donc, l'administration fera tout pour que ces données soient fiables. Maintenant, au moment des recensements, il y a toujours des réticences, hein, notamment au sud. Mais par exemple, souvent pour des questions culturelles, ne donnent pas exactement le nombre si vous voulez, le nombre d'animaux qu'ils sont. Des fois, il y a eu des cas, dans les archives, il y a eu des cas où des chefs de famille cachent certains de leurs animaux pour refuser que ces animaux-là ne soient recensés. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ces statistiques-là ne peuvent pas être fiables à 100%. Et donc, l'historien, en manipulant ces données-là, doit les manipuler avec réserve, doit essayer de les confronter. C'est pourquoi, d'ailleurs, en 2010, pour essayer de vérifier cela, j'ai fait le terrain. J'ai fait le sud, la Gambie, Kolda, Velenga, tout cela, pour essayer de vérifier réellement est-ce que ces données qui sont données dans les documents d'archives sont fiables. Moi, je considère qu'elles peuvent être fiables, mais pas à 100%. Puisque l'autorité coloniale n'a pas intérêt à ce que ces données-là ne soient pas fiables. Puisque la politique qu'elle aura à élaborer s'adosse sur ces données-là. Mais je suis prudent. Je considère également, si on prend en charge la question culturelle qui consiste à dire que faire recenser ces animaux entraîne une perte dans la vie, je pense que quelque part, il faudra manipuler ces données-là avec prudence. Les chiffres du temps colonial concernant les aspects de production pour piloter le développement, le vœu du colon, c'est que ces chiffres soient réels et objectifs. Même si, par contre, il faudra qu'on tienne compte de la sociologie. Les chiffres et les statistiques agricoles doivent nous servir à piloter notre développement. Une question importante vient d'être posée. Est-ce que les chiffres que nous communiquons, je dis nous, parce que je me considère dedans, au niveau de la SAED, reflètent la réalité? Je vais vous donner, il y a une contradiction. On dirait que l'État, les développeurs ne tiennent pas compte du passé. Il y a 40 ans, plus, on aménageait le périmètre de l'Amsar, 2000 hectares. On avait recensé les populations et distribué la terre selon un nombre d'actifs déterminés. 40 ans après, ce qui est évident, c'est que cette terre ne suffira plus et que les gens vont prendre des bureaux. Parce que, quand même, il faut qu'on tienne compte de l'aspect développement de la population. Quand on parle de développement durable, écoutez, je vais raconter une anecdote. Quand on faisait le périmètre de l'Amsar, j'avais 24 ans. Il y avait une rencontre avec la Banque mondiale. J'ai dit, pour taquiner Biral, il faut qu'on mette l'arbre dedans. Si on veut faire un développement durable, si aujourd'hui, il y avait 1000 hectares de baobab, de tamarimi, comme il dit, on aurait des choses à transformer. Et c'est durable, c'est des arbres qui feront 200 ans, 300 ans. Mais on fait du riz, 3 mois. Même si les rendements sont augmentés à 6-7 tonnes, ça ne suffira pas. Il faut qu'on se dise les vérités. Elles sont là crues.
L'autre aspect, c'est le docteur Inch'Allah. Mais si aujourd'hui la CSS s'arrêtait, c'est 10 à 15 000 hectares de désert, il n'y a pas un arbre dedans. Si aujourd'hui on veut développer la vallée sans l'arbre, on va directement vers une désertification de la vallée. On ne répondra plus aux besoins des populations. Et on n'arrivera plus à diversifier les métiers de l'agriculture, on n'arrivera plus à industrialiser, à transformer. Il nous faudra introduire l'arbre et l'animal dans les aménagements hydro-agricoles et faire des statistiques vraies. Ce qu'il dit, c'est vrai. Des fois, moi j'ai été victime de ça et je le dis à haute voix. Quand le président dit je veux 1 million de tonnes de maïs, je dis c'est pas possible. On me dit tu n'as plus à publier des chiffres. Les chiffres ne sont pas bons. On augmente les chiffres. Est-ce que ces statistiques augmentées permettront à l'État de piloter le développement correctement? Je n'irai pas très loin. Je vais tout simplement remercier tous les panélistes et dire que si on veut continuer, ça va prendre du temps. Merci beaucoup parce que le temps est arrivé. Je vous remercie.